Bonjour à tous. Donc, une première question qu'on se pose quand on est géographe, c'est pourquoi là? Donc, premièrement, moi je suis là parce que tout simplement, j'aime bien R et j'aime bien la cartographie. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter un peu ce qu'on fait chez nous. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi faire? Alors, qui connaît cette personne en haut? Ok, alors vous pouvez garder la main levée si vous connaissez cette personne. Vous connaissez? Ah, super. Alors, ces personnes, en fait, c'est les mêmes. Pas tout à fait. En fait, cette personne s'appelle Jon Snow, donc de Game of Thrones, et cette personne s'appelle Jon Snow aussi. Alors, évidemment, il y en a un des deux qui va nous intéresser un peu plus aujourd'hui, c'est celui des deux qui est médecin à Londres en 1854 pendant une épidémie de choléra. Vous aurez trouvé que c'est effectivement celui du bas. Et en fait, il va se rendre compte de quoi? C'est que lors de l'épidémie, il va se dire, en fait, la théorie des miasmes, donc le choléra qui se balade dans l'air, il n'est pas trop d'accord, et donc il va décider de géolocaliser les cas du choléra dans la ville, de géolocaliser les pompes d'arrivée d'eau et les zones d'air de chalandise. Donc c'est là où les gens reçoivent l'eau de telle ou telle pompe. Et en fait, ce qu'il va se rendre compte, c'est qu'il y a une pompe qui va chercher son eau dans la Tamise. Alors, en 1854, boire l'eau de la Tamise directement, effectivement, ça se portait pas très bien pour les personnes, et donc ils développaient du choléra. Donc pour nous, aujourd'hui, notre roi à nous, c'est celui-là. Alors, avec quoi est-ce qu'on fait ces données? Alors, évidemment, aujourd'hui, on a un peu plus de données et on les fait plus vraiment à la main, donc on va plus mettre sur une carte des petites croix et des choses comme ça. On a notamment Google Maps, tout le monde utilise Google Maps et se pose cette question, pourquoi là, quand on veut aller quelque part, mais aussi Waze. On va dire en sciences en général, on peut localiser les sites pollués au PFAS, donc c'est notamment le travail du Forever Pollution Project. On peut faire du suivi de la déforestation et en fait plein d'autres projets. Ces données qu'on va utiliser, elles ont deux grands types. On a les données ici que je présente qui s'appellent les données vecteurs, donc ceux qui font un peu de graphisme, des choses comme ça, c'est tout ce qui va être représenté par des points, des lignes ou des polygones. Et on a aussi les données qu'on va appeler raster. Alors là, ça va plutôt parler à ceux qui font de la photographie, puisque une donnée raster, ça va être quoi? C'est comme une photo, c'est des tout petits pixels avec une information dedans. En tant que tel, vous ne saurez pas dire ce que c'est, mais quand vous avez, on va dire, l'information en grand, ça va présenter comme ceci. Ici, on voit, c'est une photo satellite où chaque pixel, donc chaque petit carré, donne une information. Ça nous permet de faire quoi? Ces données vecteurs et ces données raster, ça nous permet de faire des cartes comme ici. Donc ici, je vais présenter la région de Mons, et on va être capable de faire quoi? D'évaluer l'occupation du sol pour chaque petit pixel de la région ici. Donc on voit, heureusement, notre Mons qui se trouve ici est classifié en couleur ici. Moi, j'ai essayé de mettre du rouge pour du bâti. Et ça, on est capable de le faire, donc ici, pour toute la région. Alors, ensuite, on peut se demander comment est-ce qu'on peut faire des cartes. Donc, moi, je suis géographe, donc c'est une partie qui m'intéresse tout particulièrement. Alors, vous démarrez d'un tableau de données, donc ça, des données tabulaires qui sont géolocalisées. Et l'idée, ça va être de se poser la question, comment est-ce qu'on peut associer une couleur à ce tableau de données? Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va faire des classes, donc on va découper notre tableau de données, on va dire, voilà, celle-là, ça va être rouge, celle-là, ça va être blanc, par exemple. Le problème, ça va être dans le choix. Où est-ce que je mets ma petite limite ici pour cette couleur-là? Alors, on a plusieurs méthodes, on a des intervalles égaux, on a des quantiles, et ainsi de suite. Ici, je vous présente une carte, donc ça présente la prévalence de l'excision parmi les filles âgées de 0,14 ans au Nigeria, donc c'est le pourcentage de filles qui sont excisées par région, et j'ai décidé de représenter comme ceci. Alors, si je vous demandais maintenant où est-ce que vous localiseriez des interventions, il y a de fortes chances pour que vous me répondiez, Corentin, je vais les localiser dans les zones rouges. Voilà, c'est les zones qui ont une plus grosse prévalence. Ici, on est entre 60 et 80%. Donc, on va garder ces trois zones rouges, et maintenant, je vais faire ceci. Si je vous pose la question, où est-ce que je localise mes interventions? Vous me répondrez probablement dans les zones rouges, Corentin. Le problème, c'est qu'entre ces deux figures, c'est la même donnée. Je présente exactement la même chose. J'ai rien fait. J'ai juste choisi de diviser mon tableau de données en classes différentes. Alors ça pose problème parce que si vous avez de l'argent pour faire 3 interventions et que je vous présente ça, vous dites OK, on est content puisqu'on a 3 zones rouges. Vous avez de l'argent pour faire 3 interventions dans 3 régions, on est un peu mal pris.
Donc en fait, tous les objectifs des cartes que moi je vais réaliser et que j'espère vous réaliserez aussi, ça va dépendre de quoi? De l'objectif de la carte. Ici, si moi je discute avec le gouvernement du Nigeria qui me dit on a de l'argent pour faire 3 interventions, ça ne sert à rien de leur montrer celle-là. Ça va demander aussi du public visé et de la donnée représentée. Alors la donnée représentée, par exemple ici, c'est la prévalence de l'excision. Et donc ici, je fais un choix, je vais dire voilà, c'est plutôt quelque chose qui est représenté comme négatif et donc je vais mettre du rouge. La carte, vous n'allez pas du tout la voir de la même façon si je vous mets du vert sur la prévalence de l'excision. Vous allez vous dire, bon, peut-être que c'est bien, je ne sais pas. Alors, il y a quand même des règles, donc on ne fait pas ce qu'on veut. On va représenter comme une couleur ici tout ce qui est données relatives. Donc ça va être tout ce qu'on a le petit par. Donc par exemple, un nombre d'habitants par kilomètre carré. Ça, c'est une couleur. On va garder des symboles proportionnels, plus ou moins grands, si on a une valeur absolue. Donc ça va être tout ce qui est population totale. Au niveau de la division de mes classes, il y a quand même des petites règles. Donc, par exemple, toutes les valeurs doivent être dans la légende. Évidemment, si j'ai une des régions ici qui a 100%, elle doit apparaître quelque part dans la légende. Je ne peux pas cacher une information comme ça. On va avoir un nombre de classes qui est inférieur au nombre d'entités. Si j'ai 38 régions, par pitié, ne mettez pas 50 couleurs. Ça ne sert à rien. Et vous devez aussi, au maximum, conserver la distribution des valeurs. Et donc, c'est pour ça que sur cette carte-ci, je fais le choix de vous présenter le box-plot de la distribution des valeurs, parce que comme ça, vous pouvez vous dire, mais en fait, les rouges, c'est vraiment des valeurs très extrêmes par rapport à toutes les autres. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose de différent dans ces régions-là. Alors, ça, c'est basé sur quoi? En fait, une autre règle qu'on aime bien en géographie, qui est très simple, pas beaucoup de théorie pour aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est la loi de Tobler. Ça va nous dire, en fait, les observations proches, elles vont se ressembler davantage que les observations lointaines. Donc la température à Namur est plus proche de la température de Mons que de la température de Marseille. Ça va nous embêter, puisque quand on va faire des modèles, on a souvent, dans les modèles de régression, une hypothèse d'indépendance des observations. Ça veut dire que la mesure que j'observe à un endroit n'est pas influencée par la mesure à côté. Ici, on est, avec cette loi-là, sur le pré-économie, on est un peu embêté. Et donc, on a besoin de quoi? De modèles appropriés. Donc ça, c'est la suite de la présentation. Je vais vous proposer plusieurs modèles. Avant ça, pour illustrer cette loi de Tobler, ici, c'est si cette loi n'existait pas, voilà ce qui se passerait. On serait dans le cas de droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai une étude d'élévation, chaque pixel qui est élevé est proche de valeurs élevées. Ça semble logique, mais si ce n'était pas le cas, que c'était dispersé de façon aléatoire, voilà à quoi ça ressemblerait. Même chose pour la population, la densité de population. On a les côtes est et les côtes ouest qui sont plus peuplées. Si c'était réparti aléatoirement, ça ressemblerait à ça. Et on se rend compte qu'il se passe quelque chose spatialement qui n'est pas forcément lié à la température, ici dans le cas de la densité de population. Et donc si j'ignore cette structure spatiale, donc cette autocorrélation spatiale, ça va biaiser mes estimations, par exemple, pour mon modèle dans la pente. Alors, je vais vous parler maintenant d'un exemple assez concret d'une étude de pollution urbaine que j'ai fait pour aujourd'hui, donc avec des données de concentration en NO2 atmosphérique par IRIS, donc c'est des secteurs statistiques en France. On a un ensemble classique de données explicatives, le taux de chômage, le niveau de vie, le pourcentage de couverture forestière, et on a une structure spatiale qui est claire. Alors, si vous ne me croyez pas, donc on voit ici, on a des valeurs très élevées de pollution au centre de la ville, là où on est dans le centre, et plus on va vers l'extérieur, au plus les valeurs sont faibles. Et donc ça rentre dans notre cas autocorrélation spatiale. Alors, on va faire une hypothèse pour ici, c'est que vous êtes un Lyonnais inquiet et que vous vous posez la question, mais tiens, quelles sont les variables qui influencent la pollution de la ville pour moi? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a plusieurs possibilités. En fait, on en a beaucoup. Je choisis d'en présenter ici quelques-unes. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas tout faire. Mais globalement, on va du plus complexe au moins complexe au plus complexe. Et aujourd'hui, on va se focaliser à peu près sur celle du milieu. Donc, c'est ce qu'on appelle le Spatial Durbin Model. Et donc, on va considérer que cette autocorrélation spatiale, donc ce fait que ces observations se ressemblent, ça va arriver à la fois dans notre variable dépendante et indépendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la pollution, là où on observe une pollution élevée à un endroit, il y a de fortes chances que la pollution élevée soit aussi présente à côté. Si vous pensez au smog, ce n'est pas un endroit dans la ville où il y a du smog, et puis 5 mètres à côté, il n'y a plus rien et l'air est parfaitement propre. Donc ce Spatial Durbin Model, alors on va essayer d'exprimer notre pollution comme
une fonction de l'influence de la pollution voisine, donc c'est ce que je vous disais avant de notre autocorrélation spatiale, de nos variables explicatives, donc on aimerait bien aussi avoir l'idée du niveau de vie médian par exemple. On va avoir l'influence des variables explicatives voisines, donc ça c'est ce que je vous disais par exemple pour le pourcentage de couvert forestier, on peut se dire ça a une influence dans l'iris où j'observe ma pollution de l'air, mais aussi à côté, puisque ça va peut-être fluidifier le trafic de l'air par exemple, et donc avoir une ville plus aérée. Et toujours notre petit thème d'erreur. Alors si vous aimez bien les maths et les équations, je suis sûr que vous êtes probablement meilleur que moi, mais donc voilà l'équation complète, et donc sur cette équation de régression, on a des effets de débordement, donc c'est ma pollution qui influence à côté, mais on a aussi des effets d'externalité, c'est le pourcentage de couvert forestier qui influence ma commune d'intérêt. Ça a un intérêt, tout simplement aussi, parce que ça va nous permettre de diviser nos effets de régression en effets directs. Ça va être quel est l'effet de la variable observée dans l'iris, donc dans cet iris-là, par exemple, le centre-ville. Ça va nous permettre aussi de quantifier l'effet des variables sur les voisins de l'iris qu'on observe. Donc, tiens, le couvert forestier en bordure, est-ce qu'il influence le centre-ville? Et aussi, évidemment, l'effet total de la variable. Alors, on revient à notre hypothèse de Lyonnais inquiet, et vous vous posez toujours la question, Corentin, j'ai rien compris sur ton tableau, qu'est-ce que ça veut dire? Je me pose cette question très souvent. Alors, ça veut dire quoi en français? Ça va nous dire que, à l'échelle de ma ville, une augmentation du niveau de vie médian, donc qui est exprimée en euros dans un quartier, c'est lié à une diminution de cette valeur-là de NO2 dans ce quartier. Donc c'est des microgrammes par mètre cube. Donc c'est la valeur que j'ai dans effet direct. Puisque là où j'observe, voilà l'effet du niveau de la vie sur la pollution de l'air. Ensuite, on pourrait se dire, l'effet indirect, c'est quoi? Quand on augmente, quand on observe qu'il y a un plus grand pourcentage de personnes entre 0 et 14 ans dans un quartier, c'est lié à une diminution de 0,54 unités de NO2 dans les quartiers voisins. Donc c'est pas invariable, je vais être capable de dire, voilà, elle a un effet là où j'observe, mais aussi influencé par les variables autour. Alors, je vais en profiter pour parler un peu d'autres travaux qu'on fait au département de géographie, puisque je trouve si on était tous là, je pense qu'on remplirait à peu près la première rangée là. Donc, c'est l'occasion pour moi d'en parler un petit peu des travaux ici. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, avec mon nom, je pense que je suis dans ces trois-là, pas dans celui-là. Voilà. On travaille avec R aussi, en plus, sur ici la prédiction du risque de paludisme intra-urbain avec R et un modèle Random Forest. Et donc là, avec un modèle Random Forest, on était capable de prédire. Donc là, on travaille sur les petits pixels. Donc c'est ce que je vous disais au début. Dans chaque pixel, je pense qu'on est de 1 km par 1 km, on est capable d'estimer la prévalence du paludisme à l'échelle intra-urbaine. On travaille aussi en étude de la vulnérabilité. Donc ici, c'est une étude qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, où on va évaluer de façon dynamique les populations à risque lors de catastrophes naturelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors de la journée, vous travaillez à votre bureau. Donc si le cyclone arrive pendant que vous êtes au bureau, la zone à risque, c'est les zones de centre-ville, là où les gens travaillent. En soirée au matin, on est tous chez nous, on écoute la radio, on déjeune, et au soir, on est en famille. Et donc là, la zone à risque n'est plus forcément le centre-ville, mais les zones urbaines en périphérie, par exemple. Merci pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions.